Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espoir et Dignité TV, la voix libre. Aujourd'hui, nous recevons notre cher ami François Martin. François, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vais dire un petit mot pour la remarque qui m'a été faite par un de ses auditeurs, disant que il voyait toujours les mêmes fleurs depuis un an. Donc, c'était des fleurs en plastique. C'est pas des fleurs en plastique, c'est des fleurs en tissu. Non, elles sont très jolies, alors c'est pour ça que je les laisse. Mais elles ne sont pas en plastique. Hein. Et il a retenu ça, il a vu. J'espère qu'il a retenu aussi ce que j'ai dit, mais il a fait une remarque sur les fleurs. Hein. Très drôle, il a beaucoup d'humour. François, la France semble s'enfoncer dans une crise politique majeure, démissions successives des premiers ministres, divisions profondes entre le pouvoir et l'opposition, blocage institutionnel. La question que beaucoup se posent, où va la France aujourd'hui? Quelle est ta lecture de la situation actuelle du paysage politique français? Selon toi, quelles sont les causes profondes de cette instabilité? Est-ce qu'une crise du système, des partis ou du leadership? Le président Emmanuel Macron, est-ce qu'une faiblesse, le président semble isolé institutionnellement, politiquement, est-ce que c'est une faiblesse conjoncturelle ou structurelle ou faiblesse de communication et de leadership chez le président Macron? Il y a un peu tout ça, mais je vais réexpliquer, effectivement. D'abord, répondre à la question, c'est facile. Où va la France? Vers le bas. Hein, ça, c'est clair, hein, déjà. Ça, on est tous d'accord. Mais je dirais une autre chose que j'ai déjà dite sur notre chaîne, mais pour rassurer, c'est que, en fait, les gens ne sont pas habitués au chaos. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de pays où c'est le chaos politique presque permanent. Mais nous, en France, on ne soit pas habitués au chaos. Mais le chaos, je rappelle, ça fait partie de l'ordre naturel des choses, le chaos. Quand tu arrives à la fin d'un système et que tu as un autre système qui se prépare à prendre la place, tu as une période de chaos. Ce qui est le plus dangereux, c'est pas le chaos, c'est l'immobilisme. C'est-à-dire, c'est les moments où rien ne bouge. Parce que quand ça ne bouge pas, ça veut dire que ça pourrit à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, on a eu un Premier ministre qui a été censuré. Et si Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, comme il semble que ce soit le cas, sans doute d'ici quelques minutes ou une heure ou deux, il va être censuré aussi, puisque la gauche a déjà dit qu'elle allait être censurée et que le RN a dit qu'il allait être censuré. Donc, il sera censuré. Donc, le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est d'essayer de maintenir de force un système qui est pourri, qui est mort, alors que la nature des choses veut qu'on en change. C'est ça le problème. Et à ce titre, j'ai déjà dit sur ta chaîne que aujourd'hui, notre République n'est pas une cinquième République, mais une pseudo-cinquième République où il n'y a plus véritablement de président à la tête, il n'y a plus de président à la tête, mais il y a un chef des voleurs, je dirais. Et il y a une oligarchie qui se partage le pouvoir et une plutocratie qui se partage l'argent. C'est ça le système de la France. Mais ça, c'est en train de se casser la figure parce qu'il a perdu, c'est un système qui a perdu sa légitimité. Et le président de la République a fait la stupidité il y a un an de dissoudre en se disant je vais recoller les morceaux de la France autour de moi parce que je serai le recours. Mais en fait, il n'est pas le recours parce que les Français ne le considèrent pas comme véritablement un chef d'État capable d'unir les Français. Il n'est que le chef des pillards. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Et les Français le considèrent comme tel. Donc, le système arrive au bout, tout simplement. Et tu sais très bien que quand il y a toujours l'histoire de la grenouille qui est dans l'eau, et l'eau est chaude, eh ben,
ce qui est grave, c'est quand l'eau chauffe progressivement et que la grenouille se rend pas compte qu'elle est en train d'être cuite. Ce qui est moins grave, c'est quand la température de l'eau monte brutalement et la grenouille s'en aperçoit et elle saute. C'est ça qui est en train de se passer. Et moi, je considère ça comme relativement sain comme situation. Alors ensuite, qui est-ce qui prendra le pouvoir derrière? Moi, je pense que la force politique la plus importante aujourd'hui, même si c'est pas celle qui représente le mieux mes propres convictions patriotiques, c'est le Rassemblement national. Et ben, si c'est le Rassemblement national qui passe, je dirais que ça sera un pis-aller parce que ça permettra d'envoyer dans le lac les pillards, Madame Delphine Ernotte, là, la présidente de France 2, etc., dont on sait la gestion absolument désastreuse, l'audiovisuel public qui fait la politique du gouvernement d'une façon absolument éhontée alors qu'elle représente le peuple, etc., etc. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, pour répondre également à ta question, pourquoi Macron est isolé? Ben, Macron est très isolé simplement parce qu'il ne veut pas épouser le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'il dissolve, c'est tout. Il ne trouvera pas de président, il ne trouvera pas de Premier ministre, donc il faut dissoudre. Et puis, si c'est Marine Le Pen qui passe et le Rassemblement national, eh ben, il faudra qu'il compose avec le Rassemblement national et qu'il fasse une cohabitation comme il y en a déjà eu, mais il ne veut pas, et c'est le fait de refuser de voir les réalités qui nous rend les choses plus difficiles. Mais ça ne changera pas l'issue, en aucune façon. Il y avait de coopération entre le Rassemblement national et le macronisme. À règne du gouvernement Bayrou, par exemple, ils ont passé ensemble quelques législations, quelques décrets, etc. Il y avait même pour l'octroi de la confiance gouvernementale, ils ont bien communiqué. Tu as raison, tu es un fin analyste de la situation française, je remarque. Et c'est à ça qu'on voit que tu es non seulement un homme de géopolitique, mais également un homme politique qui observe les gouvernements. Donc, ce que tu as tout à fait raison, mais aujourd'hui, je pense que le Rassemblement national considère que, si tu veux, il soutenait le gouvernement un peu, comme on dit, comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire Macron était de plus en plus fragilisé, il faisait semblant de ne pas l'être, mais aujourd'hui, il ne peut plus faire semblant, tout le monde le voit, tout le monde le sait, et comme on dit, les rats quittent le navire. Donc, tous ceux qui étaient avec lui, Attal, son ancien Premier ministre, le maire du Havre, le critique, lui demande de partir, bon, il se retrouve de plus en plus isolé. Et donc, je pense que sa seule porte de sortie aujourd'hui, c'est la cohabitation s'il y arrive. Parce que sinon, même la cohabitation ne marchera plus parce que il sera tellement démonétisé que tout le monde voudra qu'il s'en aille. Et s'il ne s'en va pas tout seul, il y aura une procédure comment ça s'appelle, de destitution et qu'elle finira par aboutir. Donc, moi, je serais Macron aujourd'hui, j'essaierais, de surfer sur la vague. Surfer sur la vague, c'est certainement aujourd'hui de dissoudre, puisque les partis sont, je veux dire, remontés aussi bien à gauche qu'à droite contre ce qu'on appelle le bloc central qui a de moins en moins de force. Donc, c'est clair que aucun Premier ministre n'arrivera ni à se maintenir, c'est clair. Pour moi, c'est plié déjà. Donc, il finira par dissoudre. Et plus ce sera tôt, plus il gardera un minimum de légitimité pour arriver encore à tenir sa place. S'il attend trop, il va perdre son crédit là-dessus aussi, tu vois. C'est quand tu sens que l'armée en face est plus forte que toi, tu peux faire comme Zelensky, c'est-à-dire de dire vous reculez pas d'un mètre, ou comme a fait Hitler à l'époque, vous reculez pas d'un mètre, vous reculez pas d'un mètre, et ben toutes tes troupes, elles finissent par être massacrées. Bon, si tu sais organiser la retraite,
tu peux reprendre des forces, revenir d'un côté, etc. C'est ça que Macron devait faire, mais il s'isole lui-même parce qu'en fait, il est, je dirais, d'un orgueil absolu et il ne considère jamais qu'il ne peut perdre aucune bataille. Et à force de vouloir ne pas perdre de bataille, il va perdre la guerre. Oui. L'important, c'est pas de gagner des batailles, c'est de gagner la guerre. François, le deuxième mandat de Emmanuel Macron est caractérisé par ce passage, la tendance de passage direct, de passage par force, à travers l'utilisation massive du 49, etc. La nomination du Premier ministre sans considération des élections législatives, la majorité, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura, d'après toi, est-ce que ça va constituer une menace pour la démocratie française, surtout que plusieurs observateurs remarquent, évoquent la déviance envers les institutions et l'immédiat, la déviance s'aggrave. Certains évoquent un possible retour de popularisme fort. D'après toi, quelle est la situation actuelle? Ben, qu'est-ce que ça veut dire le popularisme fort? Moi, j'ai entendu sur les radios des gens qui disaient, des gens de gauche qui disaient, on est en 1938 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils nous prennent pour quoi? Ils nous prennent pour des cinglés. Je veux dire, Madame Le Pen, elle est légitime, elle est pas en prison. Monsieur Bardella non plus. C'est la première force politique de France aujourd'hui, parce que le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces espèces de gens-là? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils ont peur pour leurs avantages, leur salaire, le remboursement de leur taxi, les millions d'euros, tous ces journalistes de télé là. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Que je sache, Madame Le Pen ne fait pas le salut nazi quand elle vient faire un discours. Le Rassemblement national n'a pas de programme au niveau social, économique ou même au niveau de la diplomatie. Ils n'ont pas de programme. C'est du popularisme et des discours identitaires, rien que ça. Et la situation aujourd'hui, est le résultat de la défaillance de gouvernance de vous, les gaullistes, et surtout le désastre commis par le Parti socialiste et tout. C'est ça. Moi, déjà, en tant que gaulliste, j'essaye de maintenir, et je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il n'est pas vrai que le Rassemblement national n'a pas de programme. Le Rassemblement a un programme, simplement, il n'est pas le programme de la gauche. Le Rassemblement national veut arrêter l'immigration sauvage en France. Il a raison. Le Rassemblement national veut faire une politique plus populaire que celle de ses lobbies financiers. Il a raison. Le Rassemblement national veut, traiter la fracture sociale. Il a raison. Tout ça, moi, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ce sont les élites qui dirigent tout et que le peuple est totalement invisibilisé. C'est ça. On est dans un régime oligarchique dirigé par les plus riches et les plus puissants. C'est ça notre problème. Donc, si on a un gouvernement plus populaire, on dit populiste, mais les gens qui disent populiste, c'est parce qu'ils n'osent pas dire populaire. C'est une façon mais moi, je les traite pas de richistes. C'est ça le problème qu'on a en France. Donc, moi, si c'est pas mon programme et c'est pas ma sensibilité, mais moi, si on remet le peuple dans le jeu, moi, je serais content. C'est la première chose à faire, ça. Moi, ce qui me plaît pas dans le Rassemblement national, c'est qu'ils fricotent précisément avec les oligarchies. C'est parce qu'ils votent la constitutionnalisation de l'avortement pour faire plaisir aux journalistes de gauche. C'est parce qu'il est trop à gauche, moi, qui me plaît pas. C'est pas parce qu'il est trop à droite. Moi, je veux une politique de droite, une vraie politique de droite, qui assume l'ordre, les trois choses que l'État aujourd'hui n'assume pas, l'ordre, la justice, et d'abord la justice sociale, et la défense des frontières. C'est ça les prérogatives d'un État.
si l'État, c'était l'État du général de Gaulle, si l'État assume ces 3 missions, moi je serais content. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr que le Rassemblement national soit effectivement capable d'assurer. Mais s'il peut me permettre de chasser les profiteurs et les salopards, je dis le mot, qui sont actuellement au sommet de l'État et qui pillent, relisez le livre de Marlex, Les liquidateurs, vous aurez tout compris. Voilà. Si ces gens-là s'en vont, déjà, ça sera une première étape. Ça ne sera pas mon choix, mais ça sera une première étape. Oui. Il faut commencer par là, de toute façon. La première étape, le fruit est tombé. Il faut que la branche tombe, ensuite, et que l'arbre tombe. L'arbre, ce n'est pas Macron, c'est son régime. C'est ce régime de profiteurs. Et il faut qu'il tombe et qu'on ait une autre majorité avec d'autres gens qui aillent chercher ces gens-là et qui les prennent et qui les punissent. C'est ça qu'il faut. Il faut faire ça. Plusieurs autres observateurs confirment que cette situation ne reflète pas vraiment, ça dépasse les frontières françaises. Ça confirme ce crise de gouvernance, de gestion au sein de l'Europe entière. Est-ce que tu es de cette idée ou non? Alors oui, je le dis, je le crois. Mais d'abord, je veux préciser quelque chose, c'est que les magouilles politiques que l'on voit aujourd'hui, elles existent dans plein de pays. Elles existent en Allemagne, elles existent en Angleterre, elles existent en Italie, etc. La différence de la France, c'est que le général de Gaulle a mis la barre très haut en termes de moralité politique et en termes de hauteur de vue. Lui, quand il a été désavoué par un référendum, il est parti. Il est parti la tête haute. Donc, il a donné aux hommes politiques français des références très élevées en termes de tenue. Donc, je dirais qu'il leur a fait un peu un cadeau empoisonné parce que ce qui serait normal dans les tripatouillages, sous la Ve République, ils ne sont pas acceptés et pas bien acceptés, même pas acceptés du tout par le peuple et par l'opinion. C'est ça le problème, je dirais, que nous avons. Mais par ailleurs, il est vrai qu'aujourd'hui, la France, vue par les pays étrangers, se vautre dans la boue. Hein. C'est ça qu'on voit. Surtout par rapport à cette image du général qui reste extrêmement forte dans l'esprit de tous les pays. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Alors, je dirais que dans l'esprit, par exemple, des Russes ou d'autres, ils font une différence entre ce qui se passe actuellement et ce que représente la France d'une façon générale. Je pense qu'ils restent très amoureux de la France. Moi, j'entendais quelqu'un qui parlait précisément des Russes. Les Russes aiment beaucoup les Français et ils les aiment encore aujourd'hui et ils les respectent. Bon, ça ne les empêche pas de voir ce qui se passe. Mais il ne l'attribue pas aux Français en général. Il l'attribue au chef de l'État, à l'élite au pouvoir, etc., etc. Mais il ne faut pas confondre les deux. Moi, je ne pense pas que la France est profondément touchée de par l'image qu'elle donne à l'étranger. Elle est touchée de par l'image que ses dirigeants donnent à l'étranger. Mais ce n'est pas la même chose. Bon, moi, je suis confiant malgré tout. Oui. Et encore une fois, la première chose, c'est que M. Macron dégage, comme disaient les Tunisiens. Dégage. En plus de ça, oui, il paye le facture, les Tunisiens. Dégage, voilà, avec le Mais ces appels de dégager le président par soit démission, par dissolution, par, je ne sais pas, vu par des autres observateurs comme un appel négatif pour la démocratie française, un appel destructif pour la démocratie française, pour l'image de la France. Plusieurs observateurs disent, par exemple, ils te qualifient comme un anarchiste, François Martin, qui appelle à ce vide incessionnel.
etc. Je vais répondre à ça. Moi, je suis tout sauf un anarchiste, parce que dégage, ça ne veut pas dire que je suis d'accord pour qu'il y ait des millions de gens qui pénètrent de force dans l'Élysée, qui aillent chercher M. Macron et qui le mettent dans un bateau sur la Méditerranée en lui disant « Va-t'en, on ne veut plus te voir ». Je ne demande pas ça. Moi, je demande que la pression politique soit mise sur lui, soit par un processus de destitution, soit pour une délégitimation, mais tout ça, ça fait partie des institutions. Les institutions permettent parfaitement le jeu politique. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Donc, si ma démarche à moi n'est pas violente, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas pour la destruction du pouvoir par principe. Je dis simplement que je veux que celui qui empêche depuis 1 an le fonctionnement normal des institutions tire les conclusions de la situation qu'il a créée et qu'il entretient. C'est ça que je veux. Mais ça, c'est normal, ça. Je respecte parfaitement les institutions en disant ça. Est-ce que tu ne vois pas qu'une cohabitation constructive est-elle encore envisageable dans ce climat de tension, de vide, de chaos? Et d'après toi, quel rôle la société civile, les médias et les intellectuels peuvent-ils jouer pour recréer un dialogue national? La France n'a pas besoin d'un dialogue parce qu'on a vu, par exemple, on a vu, c'est la coutume française, vous appelez souvent un dialogue en Tchad, en Niger, en Tunisie, etc., mais vous n'avez jamais appelé un dialogue en France. Alors, pour que tu aies un dialogue, il faut qu'il y ait 2 parties qui soient d'accord pour parler. Or, il y en a une qui pille et qui prend tout ce qu'elle peut, qui tient tous les médias, qui tient les grandes banques, qui tient l'argent, qui tient le discours et qui profite d'une façon totale de sa situation. C'est Michel Onfray qui disait, je l'entendais aujourd'hui, qui disait qu'on n'est plus en démocratie, et je suis d'accord avec ça. On ne fonctionne plus de façon démocratique. Donc, quand tu es comme ça, tu ne peux pas avoir de dialogue parce qu'il y a une des parties qui ne veut pas dialoguer. Pour pouvoir dialoguer, il faut qu'il y ait une des parties qui accepte de discuter le pouvoir. Mais si tu regardes, chaque fois que M. Macron convoque des hommes politiques à l'Élysée, il refuse de convoquer le Front National, on organise un front républicain pour empêcher le Front National. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Que je sache, ce parti est un parti qui est légal. Donc, de quel droit certains Français auraient moins le droit de parler que d'autres? De quel droit? C'est ça qui fait que la démocratie ne fonctionne pas. C'est pas parce que les 2 partis n'arrivent pas à dialoguer, c'est parce qu'il y a un des partis, un régime qui est aujourd'hui, qui tient tous les pouvoirs et qui veut rien partager du tout. C'est de ça que vient le problème. Donc, il faut que ce régime-là s'en aille. On est dans un système de confrontation aujourd'hui, comme ça s'est passé aux États-Unis. Les démocrates tenaient tout, l'État profond, la justice, etc., comme ce qui se passe aujourd'hui en France. Eh ben, Trump est arrivé et ces gens-là ont dégagé ou sont en train de dégager. Voilà, il faut faire comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je suis pour le dialogue, mais tu ne peux pas dialoguer avec des gens qui ne veulent pas dialoguer avec toi, qui disent « Moi, je suis là, tu te tais et tu viendras jamais à la table pour manger avec nous. » Donc, si je fais ça, moi, je vais faire en sorte que ces gens-là s'en aillent. Ce sont les gens qui font partie de ce régime qui sont les responsables du fait qu'il y a aujourd'hui un processus de dégagement qui est en cours. C'est leur radicalité qui est la cause de ça, à mon avis. S'ils avaient été plus souples, je pense que le régime aurait probablement continué à durer d'une certaine façon, parce que c'est pas le premier régime corrompu qui dure longtemps. Je veux dire, regarde, le président du Cameroun, il recommence un nouveau mandat, le 7e ou le 8e mandat. Il a quel âge? 92 ans. Il est en place depuis 46 ans.
Tu ne vas pas me dire que le Cameroun est un pays qui n'est pas corrompu quand tu as le même dirigeant et la même équipe au pouvoir pendant 46 ans. Donc, mais il doit savoir composer, c'est pour ça qu'il est là, avec les uns, avec les autres, etc., etc. Le régime actuel qui est en France de la gauche, et même quand c'est Sarkozy, c'est quand même la gauche à l'intérieur, c'est ce que Jean-Marie Le Pen appelait la droite de gauche. Il disait il y a la droite de droite et la droite de gauche. Un Sarkozy, c'était la droite de gauche. Bon, plus Hollande, plus etc. Ils ont un monopole, ils veulent rien lâcher, voilà, c'est tout. Donc, ils vont finir par partir. François, quel message serait-il possible, en quelques mots, quel message tu souhaites adresser aux Français qui regardent cette émission et se sentent inquiets ou désabusés? Bien sûr. Alors, moi, je dis sang-froid, calme, patience. C'est ça qui fait. Alors, le pire, c'est les gens qui commencent à perdre leur sang-froid et à se mettre à courir de ci, à jeter de l'anathème aux uns aux autres, à s'énerver, à paniquer, etc., etc. Il faut rester calme. Comme je dis, le chaos, ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Ça en fait partie. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est normal. Moi, je l'attendais depuis 1 an. Je t'en ai déjà parlé. L'attendais. On va y arriver à la dissolution. Et la cohabitation, ça ne durera pas non plus. Parce que si c'est le RN qui est au pouvoir, il va prendre 2-3 mesures et après, il va dire à Macron, maintenant, il faut faire un référendum sur l'immigration, parce qu'on ne pose jamais la question aux Français sur l'immigration. Macron va dire non et le Premier ministre va démissionner. C'est ça qui va se passer. Je peux te le dire déjà dès maintenant. Et Macron se retrouvera de nouveau et qu'est-ce qu'il fera? Il va redissoudre, donc il ne pourra pas. Donc, Macron va partir de toute façon. Donc, il faut garder son calme et il faut attendre. Voilà. Donner le temps au temps, oui. Merci voilà. infiniment. Exactement ça, mon ami. Exactement. Merci. Donner du temps au temps. Merci infiniment. Je vous invite, mesdames, messieurs, à interagir avec les explications des thèses de François Martin, à partager et à soutenir notre chaîne. Est-ce qu'on parle un peu de Gaza, peut-être? L'accord, oui. En 4 minutes, comment tu vois l'accord? Est-ce que c'est quelque chose de tactique? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu pour renforcer la candidature de Trump pour le prix Nobel de paix? Trump a été écarté. Je vais dire 2 choses. La première, c'est que moi, 3 choses. La première, c'est que moi, au début, et si j'avais été à la place du Hamas, j'aurais pas accepté cet accord parce qu'on parlait même pas des Palestiniens. Il a été monté avec les pays du Golfe et ensuite il a été tordu par Trump qui a changé avec Netanyahou les éléments de l'accord des pays du Golfe en disant que les pays du Golfe étaient d'accord. Donc, il les a trahis une fois de plus. Donc, moi, je trouvais que c'était très mal parti. Alors, pourquoi l'ont-ils accepté? À mon avis, et on va voir si ma thèse est bonne, je pense qu'ils tendent un piège magistral à Netanyahou. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, et je pense que c'est ça qui va se passer, parce qu'il l'a déjà fait, que dès que les otages vont être rendus, et je l'espère, les Palestiniens qui sont aussi les otages dans les prisons, puisqu'il y a 10 000 Palestiniens qui sont dans les prisons sans jugement et 400 enfants. 400 enfants. Donc, on parle d'un côté d'otages et de l'autre côté de Palestiniens, de prisonniers. Les prisonniers sont des otages, d'abord. Mais si, à mon avis, dès qu'ils vont être rendus, comment il s'appelle, Netanyahou va vouloir faire plaisir à son aile droite et il va se remettre à bombarder. Et à ce moment-là, les Palestiniens diront, vous voyez,
nous, on a fait notre partie et on est bombardé. Et je pense que leur idée, c'est d'augmenter encore leur légitimité auprès des opinions du monde entier et en particulier des opinions américaines. Aujourd'hui, il y a plus de 60% de juifs américains qui considèrent que Trump commet un génocide. C'est énorme, c'est absolument énorme. Ça veut dire que l'opinion mondiale et l'opinion américaine, ce qui est le plus important, est en train de changer complètement et extrêmement vite. Et je pense que le Hamas et les organisations palestiniennes s'appuient là-dessus pour dire si après avoir rendu les otages, Netanyahou continue, se remet à nous attaquer parce que Trump n'est pas capable de l'arrêter, Netanyahou va couler complètement. C'est ça, je pense, leur calcul. Il est assez dangereux, mais il est excessivement intelligent si ça marche. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, Netanyahou se trouve devant un énorme piège où il accepte de discuter la suite, et la suite, ça va être forcément pas seulement la reconstruction de Gaza, mais surtout l'avenir de la Palestine et la reconnaissance de la Palestine par les États-Unis. Et si Trump considère que son opinion publique est tellement remontée contre Netanyahou qu'il est obligé de les suivre, il va trahir Netanyahou. Ou bien, si Netanyahou se remet à bombarder avec l'accord implicite ou explicite de Trump, dans ce cas-là, l'opinion américaine va continuer à monter contre Netanyahou encore plus fort qu'aujourd'hui. C'est ça, je pense, les deux scénarios possibles qui vont arriver. Mais aujourd'hui, je veux dire, moi, j'aurais jamais fait ce qu'a fait le Hamas. C'est très dangereux. Mais je pense qu'ils sont sûrs de leur force politico-médiatique. C'est ça leur principale force. Je le dis depuis le début. C'est la façon dont ils parviennent à mettre en scène les souffrances de leur propre peuple. Ils ont, comment dire, ils ont écrabouillé complètement la médiatisation israélienne. C'est ça, je pense, qui est leur principale force. Eh ben, ils jouent là-dessus aujourd'hui en disant, ben, tu veux nous rebombarder une fois qu'on aura rendu les otages, eh ben, chiche, vas-y. Voilà. Je pense que c'est ça leur calcul. Merci infiniment. Et si Bibi est intelligent, il ne le fera pas pour pas rentrer dans le piège. Mais s'il ne le fait pas, ben, il est obligé, à ce moment-là, il va se trouver devant une situation impossible parce qu'il ne tient aujourd'hui que parce qu'il fait de la surenchère sans arrêt. Donc, s'il arrête la surenchère, c'est comme tu es dans un vélo, dès que tu arrêtes le vélo, tu tombes. S'il arrête la surenchère, les Smotrich et Ben-Gvir et les autres, parce qu'il n'y a pas qu'eux, ils vont sortir, ils vont partir. Donc, le gouvernement va tomber. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais la première, c'est après les changements d'otages, les changements des otages, qu'on va voir véritablement comment la situation va se. Moi, c'est ça que j'attends. C'est là que ça va se jouer. Merci infiniment, François. Merci infiniment. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. On n'a pas entendu beaucoup ça, hein, que c'est Netanyahou qui est dans le piège, mais je le pense profondément. N'oubliez pas de commenter, de partager, de soutenir notre chaîne. Merci infiniment et à bientôt. Merci, François. Merci à